On va vous laisser vous installer progressivement. Avant d'entendre le témoignage de ces 3 personnes à côté de moi, je vais vous les présenter très brièvement. Dans cette table ronde sur le courage des femmes, on va donc faire la connaissance de ces 3 femmes. 3 femmes au destin très différent, au parcours très différent. Toutes ont fait preuve de force, de passion pour vivre leurs rêves et pour surmonter des obstacles aussi, vous allez l'entendre. Quand j'ai préparé cette table ronde avec ces 3 femmes, eh bien, toutes m'ont dit « je ne me sens pas courageuse, je ne me suis pas sentie courageuse ». Je vous invite à découvrir leur parcours, des parcours aussi étonnants que puissants. Frédéric Banguet est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Vous avez été sportive de haut niveau, vice-championne du monde en 4 x 100 mètres en 2001. Vous nous parlerez de votre reconversion après le sport de haut niveau, mais aussi d'épreuves que la vie a mis sur votre chemin. Nathalie Frière, bonjour. On ne vous a pas entendu votre bonjour. Bonjour à vous. Vous avez été maire de la ville de Saint-Fond. Saint-Fond, c'est une ville qui est au sud de Lyon. Vous êtes aujourd'hui élu d'opposition et vous nous raconterez votre engagement pendant plus de 20 ans au service de votre ville, qui figure d'ailleurs parmi les plus pauvres communes de la métropole de Lyon, vous nous le rappellerez. Et puis Lucie Branco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous venez de loin, donc merci d'être là ce matin. Vous êtes la première femme à avoir été reçue chez les Compagnons du Devoir. Vous nous raconterez votre parcours, votre patience, mais aussi les épreuves que vous avez rencontrées et pour atteindre surtout votre rêve, qui était celui de faire partie de cette grande institution que sont les Compagnons du Devoir. On va commencer avec vous, Frédéric. Oui. Frédéric Banguet. Alors, on va revenir sur votre carrière d'athlète. Tout d'abord, athlète de haut niveau, comme vous l'avez été. Tout simplement, est-ce qu'il faut du courage déjà pour arriver à ce niveau-là ? Alors, est-ce qu'il faut du courage pour arriver à ce niveau-là ? Bonne question. Je ne sais pas, il y a des moments où il faut faire preuve de courage, mais je pense comme dans la vie de tous les jours de tout le monde, à partir du moment où on décide d'avoir un objectif qui amène justement vers quelque chose d'assez de l'ordre un petit peu de l'exploit, je dis un petit peu parce qu'on est quand même nombreux à avoir fait les Jeux Olympiques en vrai, mais si on est quand même nombreux, mais effectivement il y a des moments où il faut se dépasser, il faut s'oublier, il faut faire des choix. Donc déjà faire un choix, c'est déjà une preuve de courage de tous les jours pour tout le monde. Donc oui, il faut un petit peu de courage, mais d'un autre côté, j'étais très jeune, donc à un moment, quand on est jeune et qu'on n'a pas connu forcément grand-chose d'autre, quand on est bon dans quelque chose et que ça ne nous déplaît pas complètement, on y va. Donc, sans trop réfléchir. Voilà. Sans trop réfléchir. Oui, surtout dans mon sport, parce que moi je fais un sport qui était, je faisais un sport qui est cartésien, parce que le sport existe toujours, mais moi j'ai arrêté. Et effectivement, nous on était sélectionnés par rapport au temps. Donc c'était très facile. C'est pas comme on ne doit pas se faire repérer par quelqu'un. À un moment, on est au départ de la course, si on court plus vite que les autres, comme je vous expliquais, alors je sais pas si je brûle les étapes, mais donc moi j'ai commencé à 14 ans. Et effectivement, j'ai commencé par hasard. Et quand j'ai commencé, me suis retrouvé tout de suite aux championnats départementaux. J'ai fait 2e. Donc du coup, suite aux championnats départementaux, j'étais qualifié pour les championnats régionaux. Donc j'ai fait 3e. Du coup, j'étais qualifié pour les championnats de France. Donc c'était le moyen de bouger, d'aller voir d'autres villes, de monter à Paris, de prendre le car, de se faire des copains. Donc est-ce que là, c'était une preuve de courage ? Pas forcément, mais c'était génial. Alors, vu de l'extérieur, il faut être courageux quand même pour arriver à votre niveau. Au départ, pas forcément. Après, il y a beaucoup de travail. Ça, oui. Mais comme j'espère que tout le monde fait dans son travail, il met du cœur, avec plaisir, et essaye d'arriver à l'excellence. Mais au tout début, je peux pas dire que c'était du courage. Enfin, si, ça a été du courage parce qu'au début, j'aimais pas l'athlétisme. Voilà. Voilà, si je peux dire ça, parce qu'en fait, sur le principe, au départ, moi, quand j'avais 14 ans, j'étais au collège, et l'athlétisme rimait avec cross. Vous savez, quand on court longtemps dans la gadoue, et qu'à la fin, on nous donne du thé très chaud, trop infusé, avec du chocolat, avec de la peau, enfin, tout ce que je détestais sous la pluie. Donc, pour moi, le mot athlétisme, c'était ça quand j'étais jeune, et j'ai une copine qui m'a effectivement proposé de l'accompagner pour l'athlétisme, et donc, je lui ai dit non, bien évidemment, par rapport à tous les bons souvenirs que j'avais. Et puis elle a insisté un peu, elle me dit tu viens juste une fois parce que je peux aller toute seule, après je me ferai des copines, des copains là-bas et tout. Donc
Donc on se donne rendez-vous. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable ni rien. Et effectivement, je me suis donc retrouvé au stade. Et là, donc, j'ai pris un peu mon courage à deux mains pour y aller. Elle n'est pas venue parce qu'elle a commencé du babysitting. Je l'ai su le lendemain. Et effectivement, comme j'étais pas trop mauvaise tout de suite, on m'a dit tiens, voilà. Puis la semaine d'après, il y avait la télé qui devait venir. Puis la semaine d'après, c'était les championnats départementaux. Donc voilà comment j'ai commencé l'athlétisme. Donc le seul courage, oui, c'était de me dire bon, allez, peut-être que je ferai un cross de plus. Voilà. Et finalement, c'est presque 10 ans de vie que vous avez dédié à la France aussi, parce que vous avez couru sous le drapeau français, vous avez vraiment couru pour votre pays, vraiment. Ouais, ça j'avoue que j'en suis très fière. Ça j'en suis très très fière. Il y a une pression quand on court pour son pays, on représente son pays. Pardon ? On a la pression quand on court pour son pays ? Encore une fois, on est jeune, on est insouciant, on se pose pas trop de questions, on se prépare, donc une fois qu'on est prêt, on donne le meilleur de soi. Donc j'avais pas cette pression-là. En revanche, j'étais extrêmement fier de courir pour la France, j'étais extrêmement fier de faire chanter la Marseillaise 2 fois dans ma vie, je crois que ça arrive pas à beaucoup de gens. J'étais extrêmement fier de faire une médaille de bronze au championnat du monde à Bercy, en salle, donc c'était en France. Il y avait 17 000 personnes qui étaient que des Français et qui étaient trop contents d'avoir une Française sur le podium et qui criaient mon nom. Donc au-delà de crier mon nom, c'était surtout crier le nom de mes parents qui étaient dans le public. Donc après, il y a toute une histoire qui est chargée de ces résultats-là. Voilà. Aujourd'hui, on reconnaît encore tout votre parcours. L'anecdote, c'est qu'on vous a pris en photo aux toilettes tout à l'heure. Quelqu'un est venu vous voir, je peux vous prendre en photo. C'était peut-être pas le meilleur cadre, mais on reconnaît encore. J'étais debout. Vous faites bien de le préciser. Quand même. Ça vous fait quoi aujourd'hui qu'on vous sollicite encore comme ça ? Vous représentez encore quelque chose ? Alors, là-dessus, en tout cas, sur les valeurs du sport, parce qu'on va y revenir justement sur les valeurs du sport. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Alors, en général, ma réponse est de dire que les gens ne sont pas. Quand ils me posent cette question, je me dis toujours c'est des gens pas très jeunes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, elle m'a dit c'est pour mon fils, je sais pas. Et je lui dis mais il a quel âge votre fils ? Et il m'a dit 35 ans. Je dis 35, ça passe encore. Ça va, 35 ans. J'étais contente. Merci. J'étais assez contente. Après, effectivement. Là, pour moi, où c'est important, quand j'ai arrêté l'athlé, j'en parlais peu. C'était une autre partie de ma vie que j'avais laissée de côté. Et par rapport à mon nouveau projet, effectivement, c'est vrai que c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. On a un joli dessin dessiné en live. Elle est super, Frédéric. Voilà. Et c'est vrai que non. Alors, je dirais deux choses. Je vais essayer d'être succincte. Je dirais deux choses. Je dirais que je pense qu'au-delà de représenter moi quelque chose, je pense que je représente une époque où il y avait 6 chaînes à la télé, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où on laissait sortir nos enfants dehors, et que le sport avait une place très importante, qu'on s'en rende compte ou non, dans la vie des gens. On était tout le temps dehors, en train de bouger, en train de courir. Aujourd'hui, moi-même, je suis maman, et ma fille, j'ose pas la laisser sortir toute seule dehors à certaines horaires, parce que de toute façon, parce qu'on est surinformé. Alors on est informé heureusement, mais du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup plus peur que mes parents, par exemple, quand je rentrais de l'école et qu'ils me disaient t'as fini tes devoirs, oui tu peux aller jouer et puis tu reviens à 19h pour manger quoi. Moi c'est vrai que je ne ferais pas ça avec ma fille en centre-ville aujourd'hui, voilà, parce que on a peur. Donc je pense que je représente cette époque-là où l'athlétisme passait énormément à la télé. Et ça, c'est un de mes plus gros regrets et c'est un de mes combats. J'aimerais qu'on arrive à remettre un peu d'athlétisme de manière plus présente à la télé. Parce que comme je disais, moi, à cette époque-là, le championnat de France passait les samedis et les dimanches sur France 3. Toute la journée, l'athlétisme. Quand il y avait des meetings importants, il passait toujours sur France 2 ou France... Enfin, à l'époque, c'était Antenne 2, FR3 et compagnie. Donc voilà, et c'est vrai que cette époque-là, le moindre finaliste du championnat de France était connu, avait un partenaire, du coup gagnait un peu d'argent, du coup l'athlétisme pouvait continuer de progresser et avoir de plus en plus d'athlètes. Aujourd'hui, déjà il y a plein de nouveaux sports, ce qui est très bien, ça c'est pas un problème, mais c'est vrai que l'athlétisme est relégué sur des chaînes qu'on voit peu. Et même si on a quand même des personnalités phares, je pense à Kevin Mayer justement. Qui donne un coup d'élan aussi à cette discipline. Oui, mais on les voit quasiment pas par rapport à Kevin Mayer qui a un record du monde, on le voit moins qu'une
de Marie-Jo Pérec à l'époque, si je devais parler à un niveau égal. Et moi, si je devais faire à mon niveau que j'ai eu, de vice-championne du monde, personne aujourd'hui ne m'inviterait pour venir parler parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas les noms des gens. On les connaît plus. Enfin, je sais pas, je veux pas. Mais voilà, et ça m'attriste énormément parce que je trouve que c'est un peu la mort d'un sport, ou en tout cas il va falloir vraiment fédérer ou trouver un autre moyen de le revendre. Justement, le sport vous a transmis beaucoup de valeurs, un état d'esprit aussi, beaucoup. Vous avez choisi de le partager, de le diffuser, cet état d'esprit, dans un magazine que vous avez créé. Ça fait partie de votre conversion à vous en tant que sportif de haut niveau. Vous avez eu plusieurs vies, on va dire. On va en parler rapidement, mais avant de créer donc ce magazine Salto, dont vous avez apporté quelques exemplaires ici. Ils sont là. Vous avez fait quelques passages aussi par la télévision. Ça, c'est l'après sport de haut niveau. C'est difficile de retourner à la vie civile, on va dire. Alors, moi, je suis pas retournée à la vie civile tout de suite, enfin, quand je dis civile. En tout cas, je considère que je n'ai pas fait un métier alimentaire tout de suite, on va dire, si je devais formuler. Puisqu'après l'athlétisme, effectivement, j'ai travaillé 10 ans en télé et en radio. À Paris, et donc c'était très, très enthousiasmant. J'ai rencontré plein de gens, je voyageais, donc il y avait toujours ce côté de nouveauté qu'on peut avoir, enfin que j'avais dans le sport. Je faisais beaucoup d'émissions en direct, donc il y avait aussi ce côté challenge, ce côté petit stress qu'on a avant la course, que je retrouvais aussi avant un direct. Donc effectivement, j'ai eu ces 10 années-là derrière qui sont passées, la transition s'est faite très facilement. D'ailleurs, j'ai arrêté jeune, j'ai arrêté à 25 ans l'athlétisme pour travailler en télé parce que ça m'a passionné. Donc voilà, mais je suis venue après à la vie, on va dire vraiment classique, à 35 ans. Pendant 5 ans, j'ai travaillé comme secrétaire de direction, secrétaire commercial, pour une marque de belles voitures, Porsche en l'occurrence. Donc c'était quand même sympa aussi. Je rencontrais des gens qui étaient passionnants et contents d'être là, donc toujours dans l'échange. Donc moi, tant que j'échange, je suis contente. Mais c'est vrai que c'était un peu plus, se lever à 8h, rentrer à midi, repartir, finir à 19h, voilà. C'est pas mon mode de fonctionnement. C'est pas mon mode de fonctionnement. J'ai besoin que ça change, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de rencontres, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de découvrir. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né Salto. C'est comme ça qu'est né Salto. Voilà. Alors le premier Salto. numéro, c'était avec, il commence à être un peu usé. Le premier numéro, c'était avec Frédéric Michalak. Donc comme je suis pas loin de Lyon et du Loup, je me dis je vous le montre parce que Biman, ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc en fait l'histoire de Salto pour raconter. Alors après j'ai eu la chance d'avoir Olivier Giroud aussi. Alors donc il venait juste d'être champion du monde, donc j'étais contente aussi. Voilà. Et puis après j'ai eu Joe Wilfried Tsonga. Donc je ne vais pas faire de favoritisme. Du coup il y a eu Roxana Maracineanu, ministre des Sports aujourd'hui. Et j'ai Jackson Richardson et son fils, donc le handball, et voilà. Donc et puis il y en a d'autres aussi, j'ai fait Yannick Noah et d'autres, bon voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce magazine ? Voilà, la ligne de votre magazine, voilà. Quelle est-elle ? Alors le but du magazine est d'accompagner les parents dans le sport des enfants, dans la pratique sportive des jeunes. Pour faire la genèse, moi c'est venu, de toute façon bon, c'est très simple, hein, c'est comme pour beaucoup de gens, c'est un peu thérapeutique, hein, on fait des choses parfois parce que ça nous parle à nous, quoi. Et donc effectivement, moi ce qui s'est passé, c'est que ma fille m'a demandé comment gagner des médailles. Et j'ai pas su quoi lui répondre. Et je suis restée bloquée face à elle. Et en même temps que je restais bloquée face à elle, je me suis dit, elle doit croire que je pense qu'elle n'est pas capable de gagner des médailles. Alors je me suis dit, ça y est, elle va avoir 15 ans de psychanalyse, elle n'aura aucune confiance en elle. Parce que je m'interroge énormément à chaque fois sur voilà, l'éducation. Pour moi, c'est très important. D'ailleurs, c'est aussi une des valeurs qu'on retrouve dans le sport, bien évidemment. Et effectivement, ce trou m'a vraiment travaillé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on répond à cette question ? Je suis allée chercher sur Internet. Je n'ai pas trouvé la réponse. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être là l'idée, peut-être qu'il faudrait peut-être remettre l'église au milieu du village. D'abord, se rappeler pourquoi on fait du sport avant d'arriver à la médaille. Donc, j'ai expliqué à ma fille ce que j'ai pu, avec mes petits mots à moi, de ce qui était important dans le sport avant la médaille. Et mais je me suis dit, en fait, on a une espèce de petite dérive, l'air de rien, en tout cas dans ce qu'on voit comme image de sport à la télé, entre le dopage, entre les salaires, on parle plein de choses négatives et on oublie l'essentiel du sport. Donc je me suis
posé cette question, j'ai posé la question autour de moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mamans qui se posaient des questions par rapport au sport de leurs enfants, qui se demandaient déjà quel sport pour leurs enfants par rapport à leur morphologie, personnalité, capacité, le territoire. Enfin, il y a tellement de raisons et tellement de critères pour choisir le sport qu'on a envie de pratiquer. Donc déjà il y a eu ça, et puis après il y avait tout cet accompagnement psychologique aussi qui me tenait beaucoup à cœur. C'est s'il perd, qu'est-ce que je lui dis, quand il gagne, comment il doit garder l'humilité, enfin toutes ces valeurs qu'on apprend grâce au sport et qui parfois se perdent parce que justement les images qu'on voit à la télé nous ont peut-être parfois amené à prendre des mauvaises décisions, à trop pousser un enfant dans un sport qu'il n'avait pas envie de faire, ou même à le forcer à essayer d'avoir des résultats, et puis s'il n'a pas les résultats, on a tous parfois des paroles un peu malheureuses. On l'a déjà avec l'école qui est obligatoire, donc le sport, il faut d'abord que ça reste quand même un jeu, un plaisir, et après effectivement s'il y a la cerise, si la cerise est une médaille, c'est super, mais il y a plein d'autres cerises sur l'arbre quand on fait du sport. Voilà. C'est une philosophie de vie pour vous, hein, le sport, l'état d'esprit que vous avez acquis en étant athlète de haut niveau, que vous transmettez aujourd'hui à travers Salto et qui vous accompagne encore aujourd'hui dans les épreuves que vous rencontrez, oui, et qui vous aide à avancer. Oui, alors souvent, on m'a très souvent parlé du mental de champion, ou du moral de champion, je ne sais même plus comment on le dit, mental de champion, hein, c'est ça. Donc moi, pareil, là, c'est un peu comme quand vous me demandez le courage, le mental, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai été chercher. Donc quand on me disait que vous avez un mental de championne, vous êtes une championne, c'est pas pareil. Je ne comprenais pas de quoi les gens parlaient. Jusqu'à effectivement peut-être donc cette épreuve là, donc je suis en train de sortir d'un cancer du sein. Ça touche malheureusement beaucoup trop de femmes, mais voilà, ça se soigne aussi très bien, donc je suis contente d'être là pour pouvoir en parler. Et c'est vrai que moi, tant que j'allais bien, enfin tant que j'avais pas de symptômes quelconques, j'ai continué ma vie, voire en faire plus. Parce que j'avais envie de profiter le plus possible. Et les gens me disaient « Ah mais c'est super parce que c'est le mental, et toi c'est parce que tu es une championne ». Et encore une fois, au départ, je me disais non, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, au début, ça faisait pas trop mal. Donc je me disais même, ils exagèrent un peu avec leur histoire de cancer. Et puis en fait, quand j'ai fait mes chimiothérapies, à partir de la 4e, j'ai commencé à vraiment sentir rentrer dans le dur du dur du dur. Et là, ouais, j'ai dû aller chercher certaines ressources que je n'avais jamais utilisées ou très peu utilisées, ou utilisées que quand je faisais du sport à haut niveau. Mais à l'époque, je n'avais pas conscience parce que c'était naturel. Mais là, par contre, quand il s'agit d'un seul coup de garder le moral, de rester debout, de se dire bon, c'est rien, c'est qu'une question de temps, ça va passer, et puis aussi de partager. Parce que je trouve ça important. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que je fais partie de ces gens qui ont besoin de partager, de parler, et de transmettre. Mais parce que je pars du principe que personne n'est infaillible et que je suis pas seul à traverser ce genre d'épreuves. Et parfois, on est plus fort à plusieurs. Et puis il y en a qui n'osent pas parler, et j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit moi j'ai un cancer depuis 1 an, j'ai rien dit à personne, merci de parler pour nous. Donc voilà, donc chacun a sa méthode. Moi c'est vrai que je trouve que partager ça permet d'avancer tous ensemble. Donc effectivement j'ai aussi traversé cette épreuve, et là c'est vrai que ça m'a transformée quand même. Ça m'a transformée en tant que femme. Et je dirais que là, j'ai eu 2 fois besoin du mot courage pour en revenir à la thématique. J'ai eu besoin de courage quand j'ai lancé mon projet Salto, parce que donc j'étais maman célibataire et que je gagnais pas d'argent, donc et que ça demandait énormément de travail. Donc là, ça m'a demandé quelque chose de l'ordre en l'occurrence pour moi, du courage, parce que c'était une décision forte et à porter jusqu'au bout, avec des gens qui en plus au début nous disent oui, la presse, c'est pas forcément la bonne idée, donc il faut rester quand même face à son projet et ne pas se laisser démolir par les idées des autres. Et puis effectivement, face à la maladie, oui, aussi, il a fallu faire preuve de courage, voire entre les deux, la témérité, pas très loin de la témérité. Ouais. Merci Frédéric Banguet pour votre témoignage. On va donner la parole à Nathalie Frière. Nathalie Frière, vous étiez maire de la commune de Saint-Fond. Oui, je suis pas sportive. C'est du sport aussi, on va l'entendre. Maire de Saint-Fond de 2014 à 2020. Vous avez mis un pied dans la politique au début des années 2000, on va dire. 2001. 2001.
par hasard, Absolument. complètement par hasard, c'était pas au programme du tout, et vous avez fini maire d'une commune plutôt difficile, aussi on va le comprendre. Comment est-ce qu'on arrive dans la politique alors que c'est pas prévu ? Alors un jour, j'avais 3 enfants, j'étais à ce moment-là en congé parental et je suis appelée à 15 jours des élections puisque il manquait une femme sur la liste. Donc j'avais absolument pas fait campagne. Donc j'accepte en disant mais attention, moi j'ai pas envie de m'impliquer, je vais être en fin de liste, etc. Et puis surprise, la liste est élue. Et donc je découvre le maire pour qui j'étais sur la liste, mais que je ne connaissais pas finalement. Je n'avais fait que lui rendre service. Et au moment de l'investiture du maire, j'ai pris conscience rapidement que j'étais conseillère municipale. Voilà. Et j'observais autour de moi une équipe qui... je vais être franche, mais j'avais un petit peu de mal parce que voilà, ils se gloussaient d'être élus alors qu'ils n'y connaissaient pas plus que moi. Et donc j'ai pris du temps. Le maire me reprochait beaucoup de ne pas parler parce que pendant des mois j'ai été silencieuse, mais j'avais besoin d'apprendre mon rôle de conseillère. Et je me suis très vite impliquée. Donc je suis naturellement en tant que femme, on m'a mis à l'éducation. J'étais donc à l'éducation. Ensuite il y a eu toujours par hasard, l'adjoint à l'éducation qui a dû partir, donc je l'ai remplacé. Je suis devenue première adjointe. 2 ans après, l'adjoint, entre-temps, j'ai divorcé. Et l'adjoint, c'est important, parce que... Et l'adjoint qui, 2 ans après, donc c'est l'adjoint aux affaires sociales qui a dû démissionner. Et donc on m'a proposé de garder la délégation de l'éducation. Et parce que je suis une femme, sans doute, j'ai pris aussi les affaires sociales. Donc ce qui m'a permis d'avoir un regard vraiment global sur le territoire de Saint-Fond. Et de là, j'ai trouvé... j'ai aimé cette découverte à la fois de la vie municipale et puis de cet engagement qu'on peut avoir auprès d'habitants et cette envie de changer, d'inverser une tendance puisque Saint-Fond, je ne l'ai pas encore présenté, mais c'est un territoire qui est particulièrement difficile. Saint-Fond, c'est 18 000 habitants, une ville qui est coincée entre l'autoroute, le boulevard urbain, c'est le boulevard Laurent Bonnevet, la voie de chemin de fer, les usines aussi de la vallée de la chimie, et qui a connu, il y a une trentaine d'années, une grande crise sociale, puisque c'est plus de 30 000 emplois qui ont disparu, puisque cette ville s'est construite autour des usines. Donc il y avait un gros challenge à relever. Ensuite, donc on perd les élections en 2008. Donc je fais 6 ans d'opposition. Je reprends une petite vie traditionnelle, professionnelle et familiale. Et je reste dans l'opposition. Et au moment de monter la liste en 2014, donc l'ancien maire me dit maintenant c'est à ton tour. Et j'ai jamais, je fais vraiment partie de ces hommes et ces femmes politiques qui n'ont pas rêvé d'être un jour maire. Mais vraiment, si certains, pour eux, c'était une fin en soi, c'était vraiment pas mon cas. Et j'ai réfléchi sans en parler à mon entourage. Je voulais surtout pas être influencée par mon fils qui allait me dire « N'y va pas, maman, il y a que des coups à prendre ». Et finalement, j'ai décidé d'y aller parce que je me suis dit il vaut mieux avoir de regrets que des remords. Tu y vas, tu fais campagne. Si tu perds, mais si tu gagnes... Donc j'ai fait campagne. Ça a été une campagne très très difficile puisque face à moi, j'avais... une personnalité politique de parti qui était aussi sénatrice maire, donc qui pour elle, de toute façon, s'était gagnée d'avance. C'était impossible que Nathalie Frière puisse gagner ces élections. Donc j'ai fait une campagne pendant 6 ans. J'ai arpenté toutes les rues de Saint-Fond et j'ai gagné cette élection.
Donc je me suis retrouvée maire de cette ville en mars 2014. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Et là, ça a changé beaucoup de choses, puisqu'il y avait un élément, puisqu'il y avait le fait d'être une femme et aussi d'avoir travaillé avec un maire qui était plutôt charismatique. Il y avait dans l'esprit d'une opposition à dire mais de toute façon, elle va être sa marionnette. Et donc, mais moi j'en ai fait une force. En me disant, ben voilà, moi il fallait absolument, je n'avais pas le choix, il fallait que je réussisse, parce que justement il fallait que je leur prouve que j'avais aussi cette capacité à pouvoir fédérer et faire avancer ce territoire. On peut peut-être préciser que vous vous êtes présenté sans étiquette. Oui, sans étiquette politique, absolument. Ça a été 6 années de votre vie, vous avez vraiment dédié votre quotidien à la ville de Saint-Fond, à ses citoyens. L'anecdote en préparant cette émission, cette conférence, c'est que vous êtes très peu parti en vacances pendant 6 ans. Très peu. Je suis partie 2 fois. 2 fois en 6 ans. Oui. Aujourd'hui, avec le recul, les élections 2020 sont passées. Vous vous êtes présenté. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Eh bien, en 2020, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu. Mais après, c'est pas... En 2014, lorsque j'ai été élue et que je me suis installée sur le siège, je savais que de toute façon, à partir du moment où on est élu, on est déjà sur un siège éjectable. Voilà. Et donc, on le sait, c'est le jeu, c'est la démocratie. Mais il y avait une chose, en tout cas pendant ces 6 années, il y avait une chose qui m'importait, c'était en tout cas de mener à bien ce mandat. J'avais vraiment cette ambition de modifier, d'inverser la tendance de précarité et de pauvreté de ce territoire. J'y suis un petit peu arrivée, mais peu. Mais lorsque j'ai perdu, je voulais une chose, c'était pouvoir ne jamais... Je l'ai entendu ce matin, on parlait de compromission, et voilà, pour moi c'était important de pouvoir me regarder dans un miroir et de me dire que j'ai été au fond de ce que je pouvais, et surtout, je n'avais pas fait de compromission. Voilà. Et j'ai sans doute perdu parce que l'équipe actuelle était dans la compromission et dans les petits arrangements. Et j'ai pu découvrir pendant ces 6 années que lorsque vous faites des promesses que vous n'êtes pas capable de tenir, à un moment donné, ça vous revient comme un boomerang. Bon, voilà. Aujourd'hui, vous êtes élue d'opposition, de nouveau. Et conseillère d'opposition, conseillère métropolitaine d'opposition. Aussi à la métropole, vous siégez à la métropole. Comment vous voyez ce nouveau mandat ? Est-ce que c'est la même énergie que vous déployez ? Non, c'est pas la même énergie. Non, en tout cas, je ne suis pas déçue. Bon, il y a toujours une petite déception. Je ne suis pas du tout dans un esprit revanchard. Ah, absolument pas. Mais c'est vrai que je suis un petit peu le poil à gratter du nouveau maire. Mais parce que, voilà, je connais le territoire. D'ailleurs, il me dit souvent que je suis très excessive dans mes propos. Mais parce que moi, j'ai eu cette habitude pendant 6 ans de nommer les choses. Quand il y a un problème, il faut... Voilà, je n'avais pas l'habitude de le mettre sous le tapis. Voilà. Et c'est parce que j'ai été investie et que moi, les problèmes, je les ai réglés pendant 6 années. Je ne suis pas partie avec un projet. C'est une feuille de route que j'ai construite au fur et à mesure des rencontres, à la fois sur le terrain, des réunions que j'ai pu faire en bas des tours, des problématiques du territoire que j'ai pu rencontrer. Et donc, je le connaissais par cœur. Et aujourd'hui, ce qui me dérange un petit peu, c'est que je pensais avoir... poser les fondations pour un avenir meilleur sur ce territoire, et que finalement, j'ai cette impression qu'en 16 mois, on est revenu en arrière. Voilà. La prochaine échéance pour vous, est-ce que c'est 2026 ? Je n'en sais rien. J'ai du mal à dire que je n'y retournerai pas. Si aujourd'hui, là, en toute sincérité, je vous dirais non. Mais est-ce que ça va être le cas ? Je ne sais pas. Merci beaucoup Nathalie Frière. On va avancer pour finir à l'heure. Lucie Branco, on va terminer avec votre témoignage. Vous êtes la première femme reçue compagnon du devoir. Ça a été un très très long parcours pour y arriver, parce qu'il faut savoir qu'il y a presque 30 ans, mais moins de 30 ans on peut le dire, cette institution était encore fermée
aux femmes. Vous avez fait changer les choses aussi là-dessus. Ça a été, on va dire, du courage, oui, mais surtout de la patience. Beaucoup de patience. Oui, c'est obligé. On n'a pas le choix, en fait. Je ne sais pas par où commencer, à vrai dire. Alors, on va peut-être commencer pour essayer de comprendre comment est-ce que les compagnons du devoir sont arrivés à vous, comment est-ce que vous avez connu cette institution et qu'est-ce que ça a déclenché chez vous de faire cette connaissance-là. Ça a été une révélation pour vous? Oui, ça a été une révélation parce que donc, je suis compagnon du devoir, mais tailleur de pierre de métier. Et alors, je ne connaissais pas du tout la taille de pierre. Hein. Pour moi, c'était un peu Obélix sur son menhir. Et donc, j'étais un peu une adolescente mal dans ma peau. Et puis, par hasard, je suis lilloise. Dans un bar de Lille, un samedi soir pluvieux, j'ai croisé la route de quelques jeunes compagnons. Et leur état d'esprit m'a profondément marquée. Je voyais des jeunes ils étaient bien dans leur peau, ils étaient bien ancrés, bien dans leur basket, ils étaient passionnés, passionnants, et ça m'a fascinée en fait. Donc au-delà d'avoir connu le métier, j'ai d'abord rencontré le compagnonnage, et c'est le compagnonnage qui m'a amenée ensuite au métier de tailleur de pierre. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Vous avez rencontré beaucoup d'obstacles, même des portes fermées sur votre parcours. Oui, voilà, donc il faut passer par les fenêtres du coup. On me l'a reproché aussi pas mal de fois, mais enfin c'est pas grave. Le courage là-dedans, comme vous, en fait, je ne l'ai pas senti. Le courage pour moi, c'est quand on est face à quelque chose qui n'est pas, pour lesquels on n'est pas câblé. Et en fait, dans cette épreuve-là, je me suis rendu compte que j'étais complètement câblée pour cette forme d'injustice. En tous les cas, ça me faisait vibrer, ça me rendait aussi en colère. Donc, effectivement, j'ai essayé de défoncer la porte. J'y suis arrivée. Ça a pris combien de temps pour qu'on se rende compte entre le moment où vous avez découvert les compagnons du devoir et le moment où vous avez fini par être reçu? Je les ai rencontrés en 95. J'ai été reçue compagnon en 2007. Voilà. Et quand je les ai rencontrés en 95, donc comme il n'y avait pas du tout de femmes, j'ai mis 2 ans pour qu'enfin on me dise tu es tellement motivé qu'on va quand même te faire passer le petit examen là pour que tu puisses faire un apprentissage. Mais en tant qu'externe, bien évidemment. Donc ça veut dire que je devais avoir mon logement, j'allais faire mes stages de formation chez les compagnons, mais j'avais toujours mon logement. Il n'était pas question évidemment que je dorme dans une maison de compagnons. Et je savais très bien qu'à l'issue du CAP, que je devais valider, il n'était pas question non plus que je parte sur mon tour de France. Mais c'est ce que j'ai fait quand même. Contre la volonté des compagnons du devoir, oui, contre ce qu'on vous a demandé de faire. Oui, alors je ne l'ai pas fait. Vous êtes un peu rebelle en fait. Je me suis découverte aussi un peu rebelle, effectivement, ouais. Parce qu'en plus, j'étais très timide, hein, donc ça a été un vrai combat aussi à ce niveau-là, pour vaincre ma timidité, parce que si on veut prendre place, il faut s'imposer, quoi. Et dans un milieu d'hommes, il faut s'imposer pas 2 fois plus, il faut s'imposer 5 fois plus. En fait, voilà. Et dans un milieu d'hommes, dans un milieu du bâtiment, dans un métier, de tout ça. Donc je suis partie à la fin de mon CAP, je suis partie sur Paris parce que les compagnons du devoir, donc l'association, il y a 3 mouvements compagnoniques en France, l'association des compagnons du devoir et du Tour de France, c'est celle dans laquelle j'ai été reçue compagnon. À l'époque, commençait a priori à s'intéresser sur les femmes, enfin comment ils pouvaient faire venir les femmes dans le compagnonnage, donc on m'avait en tous les cas murmuré que je pouvais aller à Paris parce que probablement que j'y trouverais ma place. Donc je suis allée à Paris, j'ai négocié un contrat pour pouvoir faire aussi de la formation en tant qu'externe avec les compagnons. Et puis à l'époque, les tailleurs de pierre du métier donc, à Paris m'ont virée parce que j'étais une femme. Donc je me suis retrouvée à devoir rompre mon contrat. Et puis Paris, c'était pas forcément le bon plan finalement.
Mais je me suis battue parce qu'en fait, au-delà de pouvoir faire ma formation avec les compagnons, pour le coup, j'ai essayé de trouver plusieurs biais en fait, pour me former indirectement avec les compagnons. Ça m'a pris du temps. J'ai fait mon tour de France toute seule. On appelle ça un tour de France en renard. J'ai écrit un livre pour raconter d'ailleurs toute cette épopée. Parce que là, c'est très condensé, mais ouais. C'est très long. Ouais, c'est très long. Ouais. J'essaye de faire vite, mais enfin voilà. Et de fil en aiguille, on a fini par me rappeler pour effectivement participer à un groupe de travail pour intégrer les femmes dans le compagnonnage. Et j'ai accepté. Et puis, voilà, de fil en aiguille, effectivement, j'ai pu passer les différentes étapes. Et finir par être reçue, la première compagnon en 2007. Est-ce que vous avez ouvert la voie vers quelque chose de nouveau aussi chez les compagnons? D'autres femmes ont été reçues aussi depuis? Oui. Alors aujourd'hui, on est 16% de femmes. C'est pas encore beaucoup, mais on est déjà 16% de femmes dans un milieu quand même assez fermé, quoi. Parce qu'il y a le bâtiment, après il y a d'autres métiers, mais ça fait pas lourd encore, mais tout doucement. Après, c'est pas forcément que les compagnons en fait qui bloquent. C'est pas ça, c'est juste une mentalité nationale. Une mentalité sur la place de la femme dans le bâtiment, pas dans le bâtiment, pourquoi, comment. Enfin, les hommes se posent beaucoup de questions sur notre place. Nous, on sait qu'elle est légitime, mais c'est pas encore partout le cas. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je ne suis pas féministe. Du tout. Je revendique juste le droit de faire ce que j'ai envie de faire, en fait, parce que ça me semble juste. Rapidement, ce métier de tailleur de pierre, aujourd'hui, vous ne l'exercez plus. C'est un métier très physique. Qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs, on ne peut pas exercer ce métier toute sa vie. C'est difficile, en tout cas. Oui, on peut, dès lors qu'on arrive à se préserver dès le départ. On porte des charges très lourdes, on est sans arrêt à travailler dehors avec des machines, parce qu'un tailleur de pierre, c'est pas quelqu'un qui a juste son ciseau et sa massette. Maintenant, on a des outils qui sont un peu lourds, des disqueuses, des ponceuses, des pneumatiques, etc. Donc, il faut pouvoir les porter aussi. Il faut faire face à tous ces coups, le bras, le dos, etc. Donc, effectivement, je me suis abîmée. Et je me suis abîmée... c'est très sympa. Ouais, j'aime bien. Je me suis abîmée parce que j'ai voulu en fait faire aussi, comme je vous le disais, 2 fois mes preuves. Parce que quand on rentre dans une entreprise et que tous les ouvriers vous dévisagent en long, en large et en travers et vous demandent de faire vos preuves, ils veulent que vous fassiez vos preuves 3 fois plus, sinon ça ne marche pas. Donc évidemment, je ne me suis pas ménagée. J'ai voulu montrer que j'étais capable de porter des charges lourdes dès le départ, de me transformer en homme aussi, malheureusement, parce que évidemment, la féminité, on la cache. Enfin, moi, je l'ai cachée pendant très longtemps. Et puis, c'est comme ça que je me suis bien abîmé le dos, effectivement. Mais après, il y a aussi les hommes qui, parce qu'ils ont peut-être plus de facilité ou pas, ça c'est encore un autre débat, physiquement, ne se ménagent pas. Mais on le paye un jour ou l'autre. Vous avez passé, on va dire, presque 15-20 ans de votre vie à faire d'autres choses et vous avez fini par retrouver les compagnons du devoir depuis peu. Oui, ça fait quelques années là maintenant que je suis aussi salariée chez les compagnons du devoir. Donc je suis passée de maître de stage où j'ai enseigné mon métier aux jeunes, moi qui n'ai pas pu faire un vrai tour de France chez les compagnons. Donc j'ai trouvé ça super sympa, surtout que la retransmission et la transmission, c'est formidable, vraiment c'est quelque chose de formidable. Après j'ai même travaillé pour faire de l'ingénierie pédagogique, pour refaire toute l'ingénierie pédagogique des tailleurs de pierre. Moi qui n'ai pas pu non plus me former chez eux, c'est magique. Et puis je suis passée par plusieurs métiers, dont là, maintenant, ça fait un petit mois que j'ai la responsabilité de la démarche du développement durable au national pour les compagnons du devoir. Donc, je suis très fière de ça. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, et surtout en tant que tailleur de pierre, d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Merci beaucoup, Lucie Branco. Merci. On a quelques questions. Merci, madame. François. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Une question. Non, les gens sont timides ce matin. Ils sont tous surtout impressionnés, je pense. Non. Bon. On a une question. Une femme qui parle aux femmes. Merci. J'arrive. Bonjour.
J'étais surprise quand vous avez dit que vous êtes passé à tailleur de prière à partir du compagnonnage et non pas l'inverse. Alors expliquez-moi comment. Donc, vous me demandez comment j'ai pu rencontrer le compagnonnage avant les tailleurs de pierre, c'est ça? Ben, ça s'est fait en buvant une bière, en fait. Donc, Une bière pour tailler des pierres. quand ils m'ont parlé de leur... C'est l'esprit en fait qui vous a C'est plu. l'esprit, quand ils m'ont parlé de ce qu'ils faisaient, de leurs mouvements. Alors je connaissais parce que j'avais un ami d'enfance qui était rentré comme plombier chez les compagnons, qui m'en avait déjà parlé, mais j'avais pas été plus loin que ça. Et quand j'ai vu à quel point ils s'épanouissaient dans le compagnonnage, et ça se voyait, hein, en fait ça a fait tilt à l'intérieur de moi, je me suis reconnue tout de suite. Voilà, ça s'explique pas, ça se ressent vraiment. Et c'est comme ça que ça... Merci. Il y a une question peut-être, Marie, tu veux rebondir dessus? Qu'est-ce qui caractérise le courage des femmes alors? S'il y en a une qui veut répondre, Oui, je sais pas, qui est veut prêt à se répondre. lancer. Madame la maire? Non? Rien de spécial? Frédéric? Je ne sais pas s'il y a un courage plus féminin que masculin, je ne sais pas. La question reste Moi, ouverte. je dirais qu'on est plus gnasse. Voilà, c'est ce que Plus je disais. glace. Ça, c'est une réponse. Frédéric? Alors, la différence, alors, moi je connais pas le courage des hommes. Je veux dire, non mais Bon, ça c'est fait. non, mais je dis pas que les hommes ne sont pas courageux. Mais je dis- non, je on a dis- bien compris. je dis- Non, mais t'as bien compris. Mais non, mais Merci, on au te cas où. connaît. Tu Au es cas où. facétieuse. Non, mais sérieusement, non. Je veux dire, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre le courage des femmes et le courage des hommes, mais peut-être qu'on va passer par d'autres biais pour arriver à nos objectifs, parce que on va utiliser d'autres armes, d'autres moyens, d'autres compétences, d'autres capacités que nous avons pour arriver à nos buts. Et effectivement, au tout début du courage des femmes, il a d'abord fallu certainement convaincre au moins un homme. Si on est logique et mathématique. Donc je pense qu'effectivement, on a la capacité de lire un petit peu parfois dans les hommes et peut-être du coup de réussir à faire passer le message de manière plus douce, comme on vous élève aussi, puisqu'on est des mamans aussi. Donc voilà, peut-être. Bon, je crois que c'est une belle réponse. Merci, mesdames. Je pense que... Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais Merci juste... pour la lumière que vous... Ah pardon, je vous en prie, Oui, allez-y, Lucie. excusez-moi, en fait, Je vous en en prie. ayant échangé avant toutes les trois ensemble, je dirais que les femmes, surtout, il faut qu'elles n'hésitent pas à prendre leur place. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est difficile de se positionner, alors on parle de courage ou pas, bref, mais de se positionner en tant que femme, mais parce qu'aussi les freins viennent parfois des femmes. Et ça, c'est encore plus difficile. Parce que, ben voilà, elles ont parfois peur de prendre leur place. Donc il ne faut pas hésiter, en fait. Oui, c'est les mentalités à changer, comme le disait Nathalie tout à l'heure, je me permets. Effectivement, au départ, il manquait une femme, donc je suis allé comme ça, et effectivement, je me suis posé la question. Il paraît que que les femmes se posent souvent plus la question de savoir si elles sont compétentes avant d'y aller, alors que les hommes disent oui, et puis ils se disent non, il paraît. J'ai assisté à beaucoup de débats sur la question. Bon. Paraîtrait-il que vous... Mais cela dit, c'est... Bon, je vais redescendre de l'estrade. Non, c'est justement, c'est une forme de courage que nous n'avions pas, parce que nous, on devait d'abord se demander si on était compétente, alors que souvent les hommes, vous y allez, et puis après, vous savez que vous allez certainement peut-être soit vous entourer, soit vous savez que vous allez pouvoir y arriver, vous avez peut-être cette confiance qui nous manque encore un petit peu, mais on progresse. À méditer. Je suis là. Merci. Bon, alors Frédéric, je vais me lancer et vous dire que vous êtes des très belles figures de courage, vous nous avez apporté beaucoup de lumière, mesdames, donc à bientôt. Merci.